Chers amis, bonjour. Nous sommes le 28 avril 2024. J'ai le plaisir de retrouver Hervé Cardon, un collègue élu conseiller des Français et étrangers. Bonjour Hervé. Bonjour Marc, merci de ton invitation et bravo pour le travail de bénédictin que tu fais pour maintenir ouvert un espace de liberté d'expression trop rare de nos jours. Merci à toi d'y contribuer. Donc, dans un premier temps, je vais te demander, comme avec tout le monde, est-ce que tu peux te présenter? Tu es au Portugal. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens en France, ce que tu fais au Portugal et quelles sont tes activités? Oui, alors très brièvement, parce que c'est quand même pas le plus intéressant à mon avis, ma modeste personne, je viens de Paris. J'étais cadre dans les banques d'affaires et ensuite dans l'industrie pharmaceutique. C'est comme ça que je suis arrivé au Portugal en 1995, donc il y a déjà un bon bail. C'est comme ça que j'ai connu le pays, c'est comme ça que j'ai appris la langue pour créer une filiale de notre groupe là-bas. Bon, ceci étant fait, je suis revenu en France. Et ensuite, je suis revenu ici à titre privé parce que le Portugal me plaisait beaucoup mieux philosophiquement, politiquement, euh, i- enfin, sociétalement. Le Portugal échappe à un certain nombre de tares qui frappent, comme on sait, la société française d'aujourd'hui, depuis 20 ans ou 30 ans. Et donc, j'ai tout viré, tout liquidé à Paris et je me suis installé ici. Donc, je suis très assimilé et c'est là que j'ai été élu, je dirais un peu à l'insu de mon plein gré, parce que j'ai pris la relève de quelqu'un qui avait jeté l'éponge au dernier moment. J'ai fait une campagne éclair et j'ai dit tellement de mal du gouvernement, puisque je suis un élu RN, que ça a tellement plu que j'ai été élu en deuxième position, pour le plus grand dépit de Macron et pour ma grande surprise. Mais enfin, maintenant, le vin est tiré et j'estime que je suis un élu donc politique, clairement, et j'estime qu'on est là pour euh, expliquer tout ce qui ne va pas, et Dieu sait qu'il y a à dire, en France, au Portugal, du fait de l'administration française, j'en parlerai aussi, et puis en Europe en général, puisque le Portugal fait partie de l'Europe, et que c'est le grand sujet d'actualité qui devient de plus en plus crucial et brûlant. Voilà. Très bien. Alors, en parlant du Portugal, justement, donc tu as bien précisé que tu es un élu RN et bon, on va dire que c'est assez rare. Il y en a seulement trois dans le monde. Il y en a un en Thaïlande, il y en a Quatre, un quatre, il y en a quatre. Alors, j'en connais oui, trois. Thaïlande, avec Russie, Touézé en Portugal. Afrique, en Afrique. Qui ça? Touézé en Afrique. Ah, mais ça m'intéresse. Tu m'apprends quelque chose en Tu direct. l'as interviewé il n'y a pas longtemps. Ah non, mais tu parles de Mesoué. Mais oui, pardon. Oui, d'accord. C'est moi qui. Oui, oui, oui. Mais il n'est pas RN, il n'est pas, enfin, il n'a pas été élu en tout cas sur une liste RN, c'est ça dont Ah, je à parle. l'époque, mais Voilà, à maintenant, il l'époque. est, Oui, oui, oui. il est chez nous. Oui. De nos jours, on peut dire qu'il y en a peut-être beaucoup plus. Certains me considéreraient peut-être moi-même, alors que ce n'est pas le cas. Voilà, mais en tout cas, officiel, c'est-à-dire élu avec l'étiquette RN en 2021, il y en a trois. Il y a Éric Mini en Thaïlande, il y a Olivier Burlotte en Russie et il y a toi-même au Portugal. Donc, j'ai une question qui Exact. me vient tout de suite à l'esprit, c'est quelles sont les spécificités du Portugal? Pourquoi le RN a fait un bon score au Portugal? Et voilà, analyses-tu la situation puisque tu es le seul élu des Français de l'étranger soutien du RN dans l'Union européenne? Eh bien, écoute, c'est peut-être bien dû justement à l'Union européenne. Et en tout cas, c'est dû en tout cas à la politique désastreuse de Macron de l'époque et puis qui continue. Et je vais te donner un exemple très précis et qui concerne les mensonges macroniens, le en même temps, et puis en même temps, ensuite, la politique européenne spécifiquement appliquée au Portugal. Mais c'était un courant qui montait quand même. Il y a eu beaucoup d'arrivées de gens qui sont des réfugiés politiques, entre guillemets. C'est ce que j'ai dit à l'époque à notre ambassadeur, qui réunissait les Français la Caldas, au centre du Portugal. Et je lui ai dit, monsieur, moi, je suis ici parce que je suis un exilé politique. Je me considère comme un exilé politique. Je me sens plus proche du Portugal d'aujourd'hui que la France d'aujourd'hui. Que le Portugal d'aujourd'hui me rappelle la France d'hier, qui était la vraie France que j'aimais et qui avait ses valeurs. Et il m'a répondu, tiens-toi bien, cher monsieur, vous savez, il y avait 100 personnes à ce cocktail. Cher monsieur, vous savez, vous êtes peut-être le 60e à me dire ça aujourd'hui. Qui m'a beaucoup fait rire, mais qui illustre le phénomène. Alors, effectivement, et notamment dans le sud, vers l'Algarve, les gens, qui soient d'ailleurs RN ou Reconquête,
parce qu'il y a des deux, mais à l'époque, il n'y avait pas de candidat Reconquête. Donc, il y a une progression logique, puis j'ai pas fait une mauvaise campagne, même si elle a été éclair. Il y avait un ras-le-bol, et effectivement, ça s'est traduit dans les urnes. Voilà, je crois que c'est ça. Très bien. Alors, bon, bien entendu, tu soutiens la liste de Jordan Bardella. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les bonnes raisons de voter pour Jordan Bardella? Qu'est-ce qui différencie cette liste des autres? Alors, je dirais que je vote pour Jordan parce qu'évidemment, je suis une étiquette RN, donc je reste fidèle à mes amours. Mais bah, les raisons, euh, elles sont que son discours, le discours du RN sur l'Europe, me paraît à la fois convaincant, peut-être peut-être pas tout à fait assez dur à mon gré, mais bon, en gros, l'orientation me convient. Euh, mais je vote surtout, je vote pas pour l'homme, encore qu'il soit très dynamique, je vote pour contrer, bloquer cette Union européenne qui devient mortifère, qui s'est en douce et dans notre dos depuis 40 ans, qui a très mal évolué, et tout à fait dans le sens contraire de ce que voulaient les fondateurs, à commencer par De Gaulle qui l'avait toléré, mais avec certaines limites dont on parlera, et qui ont été outrepassées, mais tout ça dans le dos des peuples européens, c'est ça qui compte. Et on arrive à une situation qui n'a jamais été voulue ni ratifiée, et quand elle a été ratifiée, on n'en a pas tenu compte, par les peuples européens. Donc il y a une triple dérive de l'Europe, une dérive, j'y reviendrai, une dérive mondialiste qu'ils appellent l'extension. On faudra qu'on revienne là-dessus, je te signale ça, une des raisons. Deuxième raison, c'est la dérive fédéraliste, parce qu'on n'a jamais voulu une Europe fédérale, surtout pas De Gaulle, mais on voulait une Europe de coopération entre États, qui a fait ses preuves d'ailleurs avec Airbus et même avec Erasmus d'ailleurs. Mais voilà. Et puis enfin, et puis cette dérive qui était en catimini et par un certain nombre de leviers qu'il faudra analyser pour bien comprendre l'efficacité de la machine et sa perversion et sa nocivité à court terme et dans le futur immédiat, malheureusement, eh bien, cette dérive est couronnée par une dérive, je dirais, pas totalitaire, mais bien dictatoriale. Oui, la Commission de Bruxelles devient une dictature de Big Brother, et encore une fois, avec aucune légitimité et, et de façon, je dirais, ouverte et hontée. Et hontée. Je donnerai aussi quelques exemples. Mais enfin, par exemple, il faut savoir que sur les 20 dernières années, il y a eu quand même 6 peuples d'Europe, 6 peuples qui ont exprimé leur opinion en sens contraire de ce que voulait l'Union européenne. Eh bien, ça s'est terminé avec cause toujours, tu m'intéresses, tu veux pas, mais on va quand même le faire. Et le plus bel exemple, et ça c'est le viol des peuples. C'est exactement ce qui nous est arrivé en France avec le référendum sur la Constitution européenne rejeté à 55%, pas à 50,2, à 55% bien pesé des Français, qui a été honteusement bafoué par ce que j'appelle le coup d'État de Sarkozy, qui a fait voter par des députés Godillot, Croupion à sa solde, exactement le contraire avec le traité de Lisbonne. Et je considère, moi, que pour les Français en tout cas, cette Europe de Bruxelles est devenue totalement illégitime. Elle est légale parce que les textes sont là, les traités ont été signés, mais totalement illégitime parce qu'elle n'a jamais été voulue. Au contraire, elle a été refusée par la majorité du peuple français. J'ajoute qu'il y a un sondage récent, ce qui m'intéresse beaucoup, qui a été fait récemment, tu es peut-être au courant, qui dit si c'était à recommencer, et les votants ne sont pas les mêmes qu'à l'époque, hein, quand même, puisque c'était il y a quand même quelques dizaines d'années, eh bien, qu'est-ce que vous voteriez au référendum sur la Constitution européenne? La réponse était rejet. De la même façon, à nouveau, rejet du peuple français. J'étais très surpris. Je ne sais plus le pourcentage dans ce sondage, simulé donc, d'un référendum bis, eh ben, c'était rejeté encore une fois. Donc les Français sont peut-être des Gaulois, comment il dit l'autre Macron, des Gaulois Réfractaire? réfractaires. Et voilà, mais on est très réfractaires parce que le Gaulois persiste et signe. Voilà. D'accord. Donc, c'est Alors, pour toutes ces raisons que je rejette et que je vote donc un vote national et souverainiste. Voilà, il faut dire les choses. alors justement, dans les raisons que tu viens de nommer, j'ai l'impression qu'il y a un fort sentiment de vote sanction envers le gouvernement français et une grande dose de souverainisme
Donc ma question serait, pourquoi pas une liste souverainiste, pourquoi pas Filippo, pourquoi pas Asselineau, pourquoi pas Kemanovic? Oui, non, mais la question est bonne. J'avoue qu'on peut y songer. Bon, d'abord, je dois donner l'exemple en tant qu'élu, parce que si les élus RN ne donnent pas l'exemple, on se demande qui le fera. Mais bon, il y a aussi des raisons plus sérieuses. Ben, la première est que les listes que tu évoques ont un faible pourcentage de chance, parce que ça représente quand même, je dirais pas des groupuscules, mais des groupes tout à fait respectables et intéressants, hein, et intelligents, mais qui pèsent peu et on en est à un point, maintenant, il faut gagner, nom de Dieu. Parce que l'Europe, où on la bloque maintenant, il faut voter pour des gens qui peuvent arriver à bloquer au Parlement européen les initiatives et virer la Madame von der Leyen. Bon, et le plus vite sera le mieux. Hein, parce qu'on va y revenir aussi, parce qu'elle a quand même complètement outrepassé son rôle. C'est une des dérives, mais rappelle-moi de donner cet exemple très flagrant, mais fait à l'appui prouvé, probable que tout le monde connaît. Bon, donc, euh, ben, les autres listes n'ont pas forcément toutes une chance. Reconquête a plus de chances parce ils ont un appareil, ils sont déjà établis. Ils ont une figure charismatique avec Marion Maréchal que je connais bien et que mon fils connaît encore mieux. Donc, ce qu'elle dit est tout à fait intéressant. Mais C'est quoi le je rapport avec ton dirais fils? Il est Ouais, parce engagé que dans c'est Reconquête? tout simplement, ils étaient étudiants ensemble, Ah, et le petit ami de Marion était un grand ami de mon fils. Donc, moi, j'ai eu à la maison Marion, donc je la connais, je la salue au passage, et je sais qu'elle s'est mariée il y a quelque temps, et je connais sa marraine que j'ai rencontrée à Lisbonne, qui habite Lisbonne. le petit Donc, ami, bon, enfin le conjoint actuel, tu veux dire, Vincenzo, l'Italien? non, non, sa marraine, j'ai rencontré sa marraine à Lisbonne, sa marraine, la D'accord, marraine de Marion. ok. Bon, enfin, qui est Bon, une c'est un dame détail. très bien, amie des Le Pen depuis de longue date et qui habite Lisbonne. Bon, donc, Est-ce que c'est le où en vote aurais-je? utile? Est-ce que tu dis que le RN, c'est le vote utile? Alors, je dis que oui, c'est un vote utile, certainement, parce qu'il y aura, toutes les prévisions laissent penser qu'il y aura un bon nombre de votes RN, et à la proportionnelle, c'est vrai que si à quelques pourcents près on perd un siège, eh ben, c'est dommage, il vaut mieux essayer de globaliser, parce que plus il y en aura, mieux ce sera. Mais si Reconquête passe la barre des 5 et fait 5 députés, eh ben, ce sera 5 députés qui sur un sujet. Il peut y avoir des divergences en France, mais sur l'Europe, à ma connaissance, on tire quand même la charrue dans le même sens. Ils veulent aussi virer Madame von der Leyen. Ils veulent aussi bloquer les dérives totalitaires, enfin autoritaires, et ils veulent bloquer le passage à l'État fédéral. Bon, ben là-dessus, je ne pense pas que Marion, la connaissant, voterait dans un sens très éloigné pour tous les scrutins où on aura lieu de manifester une opposition. Je pense que RN et Reconquête, même s'ils sont de des groupes différents, peu importe, mais que ça se rejoindra dans les votes. Et ce qui compte, c'est ça, c'est le total des votes qui diront non. Et s'il y a un vote Asselineau, un député Asselineau qui dit non, un député Philippot qui dit non, un député je ne sais pas quoi encore qui dit non, eh bien c'est très bien, ça fera des votes en plus, et plus il y en aura, mieux ça vaudra. Pour moi, il n'y a pas d'ennemi à droite dans le cas de figure actuel. Voilà. Qu'est-ce que tu penses du Frexit? Parce que certains souverainistes vont te dire que c'est très bien Reconquête le RN, mais en fait, ils veulent changer les choses sans sortir de l'Europe. Il faut faire le Frexit, donc ce vote ne sert à rien avec Reconquête et RN. Qu'est-ce que tu leur réponds? Alors, j'entends bien, je comprends bien, c'est pas idiot. Je suis pas ennemi, moi, du Frexit, mais en arme de dissuasion massive, un peu comme la bombe atomique. On l'a brandit, mais c'est pour pas s'en servir. C'est un petit peu ça l'idée. Mais il ne faudrait pas se priver, effectivement, de pouvoir. Mais moi, je pense qu'il faut montrer aux électeurs notre bonne foi. Ceux qui nous feront sortir, si Frexit il y a, ben, c'est les autres. Et il faudra démontrer leur mauvaise foi. Parce que, de deux choses l'une, pour l'instant, on a un gouvernement qui, de toute façon, capitule et qui est un suppôt ou un valet, pour dire les choses, de Bruxelles. Bon, donc là, le problème ne s'oppose pas. Quand on aura une volonté nationale affirmée, c'est-à-dire un dirigeant capable de dire non, ce qui, depuis De Gaulle ou depuis même, et même de Villepin d'ailleurs, ne se rencontre plus, parce que dire non à l'Europe, c'est dire non aux USA, et qui sont tous soumis, comme c'est pas permis, pour un certain nombre de raisons qu'il faudra aussi bien voir et comprendre. Hein, bon, tout ce lobby-là. Donc, à partir du moment où il y aura une volonté claire,
Bon, eh ben, on dira, voilà, la France décide, et avec d'autres, on aura des alliés européens, il faudra en avoir, et on aura l'appui d'un certain nombre de pays qui soient dedans ou dehors. Bon, eh bien, ce bloc-là dira, non, nous, ça ne nous va pas, nous refusons de capituler, d'abandonner notre souveraineté au dégât de ce qui a été fait, et même en deçà. Par conséquent, ou nous demandons une renégociation des traités, nous voulons que ça change, nous proposons ça, et puis on jugera les autres. Mais je pense qu'avec une forte pression et des pays comme la France, qui quand même contribuent largement aux ressources, hein, parce que on y viendra aussi, parce que c'est aussi un autre scandale. Mais enfin, maintenant que le gros contributeur qui était l'Angleterre est parti, eh bien, ils sont bien contents de trouver la grosse contribution déficitaire pour nous, mais bénéficiaire pour eux, de la France et puis de l'Allemagne, hein, parce que comme gros contributeur net, qu'est-ce qui reste après, hein? C'est pas le Kosovo, le futur Kosovo ou l'Albanie qui vont cracher au bassinet. Bon, donc on aura quand même un poids très sérieux. On verra d'abord ce que ça donne. Si ensuite il faut se fâcher, eh bien, il faut se fâcher et on se fâchera. Mais je pense que tout naturellement, ben, les Français verront bien ils ont en face un système bureaucratique, dictatorial, qui essaye d'empêcher la volonté libre du peuple français. Et je pense qu'il y aura un réflexe nationaliste qui fera on fera à ce moment-là un référendum. Et je pense que les Français auront les yeux ouverts, ce qu'ils n'ont pas actuellement, et auront bien compris et nous donneront raison, et qu'à ce moment-là, on aura les mains libres pour enclencher sur ce qu'on veut. Ok. Donc je ne Alors, rejette pas, mais de toute façon, il faudra que ça vienne progressivement, s'il y a lieu. Si on peut arriver à quelque chose, rebâtir, reconstruire avec un autre appareil et sur des bases qui étaient plus proches de l'esprit de l'Europe de départ, plus homogène, plus respectueux des souverainetés, des identités, pourquoi pas? Pourquoi pas? ok, alors tu nous as dit, bon, si je résume, on garde le Frexit comme une possibilité, mais dans un premier temps, on essaie de réformer l'Europe de l'intérieur, en Oui, faisant bloc notamment. Donc tu parles de faire bloc, bloc et forte pression, mais voilà, en l'ouvrant, pas en se d'accord. taisant et Donc en on baissant sa l'ouvre, culotte comme le fait le gouvernement français. tout à fait. Alors Voilà, tous les jours. on l'ouvre, on fait bloc, on travaille ensemble pour faire opposition à von der Leyen. Après, tu as les critiques du camp Reconquête qui vont dire que le groupe de RN, ID, est isolé alors que le groupe ECR peut travailler, peut discuter avec EPP. Qu'est-ce que tu leur réponds? Bah, je réponds que non, parce que les votes, au moment du vote dans l'hémicycle, bon, c'est ce qu'on constate actuellement. Il y a les groupes par exemple, l'Italie qui fait partie non pas d'identité démocratique, qui est le groupe ECR? national ou nationaliste auquel appartient le RN, auquel appartiendra Ah, Chega, parce que j'ai eu des échos récemment, hein, j'ai vu les gens de Chega qui ont quand même fait une grosse percée au Portugal, hein, quand même. Hein. Ils ont quadruplé leur siège et leur vote. Hein. Et là, je pense ils vont faire un bon score aux européennes, bon, que ces gens-là votent à travers ce groupe-là ou à travers l'autre groupe, ben, sur une question, quand il s'agit de répondre non, s'il y a 10 votes de l'EPR, ou je sais plus comment ça s'appelle, ECR, ECR. bon, oui, voilà, et 15 voix de ID, et ben, ça fera 15 plus 10, et ce qui compte, c'est que le résultat, ben, il y aura une majorité ou pas pour battre les fédéralistes. Donc, je ne vois pas tellement le problème. Tout ça, c'est des. Et puis en plus, l'action crée l'unité d'action. Quand on est face à un ennemi commun, qu'on obtient des succès ensemble, eh bien, c'est comme des alliés dans une bataille. Ok. Les corps de bataille, il y a un commandement unique à un moment donné. Alors, de ton point de vue, est-ce que le RN ou la liste de Jordan Bardella, en tout cas, est une liste de droite? Ou est-ce que tu ne crois pas à ce concept de gauche-droite? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, moi, je crois qu'effectivement, le vrai concept, maintenant, c'est nationaliste et mondialiste. Enfin, nationaliste. Ou, appelons ça nationaliste, appelons ça, comment ils disent les autres, populiste. Populiste, ça veut dire qu'on écoute le peuple et, au lieu de lui faire un Tout enfant le monde dans n'a le pas dos. cette définition, mais ok. Oui, mais si pour moi c'est populiste, c'est la voix du peuple, que ça plaise ou pas. Bon, et qu'on écoute au lieu d'essayer de tourner, comme ils le font régulièrement. Donc, que ce soit populiste, souverainiste, il y en a qui se baptisent souverainistes, comme De Villiers, bon, souverainiste, nationaliste pour certains, ou nationaux, moi je me dis national et souverainiste.
Bon, eh bien, tout ça, c'est opposé au mondialisme et c'est la vraie ligne de fracture sur tous les grands sujets de société et sur tout ce qui concerne notre avenir. Après, je vais te dire les détails, qu'on soit un peu plus interventionniste économique, qu'on soit pour relever de 0,5 le taux de TVA ou de le baisser de 0,35. Tout ça, c'est des histoires de technocrates dans lesquelles il ne faut surtout pas se bloquer parce que ce n'est pas ça qui fait la survie de la France. La survie de la France, c'est est-ce que demain, ma petite fille portera le voile? C'est est-ce que demain, on sera encore un pays indépendant où on sera une sous-Bavière ou une sous-Saxe ou enfin un sous-canton d'une Europe fédérale qui n'existera plus. La France disparaîtra, nos vieilles nations disparaîtront, que ce soit l'Allemagne, pas l'Angleterre qui s'est retirée, mais l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, même le Portugal, qui est un des plus vieux pays historiquement, qui a une très belle histoire. Bon, ces pays-là disparaîtront en tant que tels. Bon, c'est Alors sur ça ce qui compte. sujet, alors Hervé, sur ce sujet, tu as beaucoup de critiques de la part de nos amis sympathisants de Reconquête qui disent que le RN, c'est un peu le renoncement national, qui a renoncé à ses principes. Et notamment, est-ce que tu penses que l'islam est compatible avec la République? Alors, c'est une très bonne question, très bonne question. Alors, d'une manière générale, non, je ne pense pas que, d'une manière générale, le RN ait abandonné ses positions. Moi, je suis d'ailleurs, j'étais FN, hein, et je continue à penser que Jean-Marie Le Pen était un des grands hommes à qui on rendra justice et qui aura sa place dans les manuels de l'histoire de France. Donc, je suis bien placé pour savoir si. Alors, il n'y a pas une dérive, il y a une évolution qui plaît ou qui plaît moins, mais on est resté fidèle sur les grands thèmes qui sont l'immigration, la sécurité, etc. Bon, donc, généralement non. Maintenant, sur la question de l'islam, ça, je me suis bien posé la question, et la réponse, elle est compliquée, et c'est pas une réponse de Normand, c'est pas peut-être bien quitte, non, c'est euh, c'est selon deux choses, deux critères. Écoute-moi, c'est très important. C'est soit le problème, il doit être vu sous deux angles et à deux niveaux. Ou bien, si on raisonne en termes théologiques, philosophiques, hein, c'est-à-dire l'analyse de l'islam en tant que religion totalitaire, puisque c'est une religion théocratique, et que la théocratie, par définition, c'est le gouvernement d'un peuple, de la Oumma en l'occurrence, d'une communauté par une doctrine religieuse qui s'applique et qui s'immisce jusqu'à comment se laver le matin sous sa douche. Hein. Ça va jusque-là. Bon, et je passe sur d'autres détails. Bon, donc ça, vu comme ça, effectivement, l'islam, sous tous ces aspects-là, n'est pas compatible avec la République sur cet aspect philosophique, religieux. Et si on parle de l'islam dans toute son acceptation, avec toutes ces aberrations moyenâgeuses, il n'a pas fait son aggiornamento pour une grande part. Bon, et surtout les musulmans radicaux qui, au contraire, sont comme les vieux chrétiens, je dirais, ou comme les vieux Russes. À l'époque en Russie, il y avait ce qu'on appelait les vieux chrétiens, et c'était les orthodoxes purs et durs, un peu comme les juifs actuellement d'extrême droite en Israël, qui sont des applicateurs plus que stricts comment on appelle ça, de la Bible, du Talmud. Bon, alors à ce niveau-là, la réponse c'est non, effectivement. Et là, Reconquête, surtout cet aspect raison. Mais le deuxième plan où il faut analyser, c'est le plan existentiel. Et la question, c'est plus est-ce que l'islam est compatible avec l'économique, c'est est-ce qu'il y a une coexistence de vie et de travail possible entre des gens dont une partie sont une communauté religieuse qui n'est pas majoritaire et qui applique une religion différente de la chrétienté, puisque la France et l'Europe ont des racines clairement chrétiennes. Bon, alors, déjà, si on regarde l'histoire passée de France, souvenons-nous que la grande mosquée de Paris a été offerte par Lyotet, ou financée avec la de Lyotet, je crois, parce que, pour remercier les musulmans de leur concours, notamment militaire, sur un certain nombre de plans, que tant qu'ils n'étaient pas très nombreux et jusqu'à une passé récent, beaucoup de musulmans ont joué la carte et se sont assimilés, premièrement. Deuxièmement, moi je connais bien l'outre-mer et j'ai de la famille à La Réunion et j'y suis allé souvent. Je connais bien les musulmans, c'est une des grandes communautés de La Réunion, il y a 5 grandes communautés.
dont les musulmans. Bon, eh bien, ces gens-là, sauf tout récemment, il y a eu un radical qui a tout de suite été dénoncé par les autres, et le préfet y a mis le holà, le préfet de la Réunion. Donc là, voilà une terre française, un département français, où l'islam, tel qu'il est pratiqué depuis toujours, parce que depuis, c'est très ancien, hein, à La Réunion, c'est presque depuis le début de La Réunion, eh bien, ça n'a pas posé de problème, ça n'en pose pas. Il y a un loyalisme et il n'y a pas de revendication radicale. Bon, donc, et là, dans ce cas, je ne parle plus de compatibilité, je parle de cohabitation, de coexistence pacifique et constructive. Alors c'est pour ça que j'ai du mal à avoir une position tranchée, mais philosophiquement, je dirais effectivement, sur tous les grands sujets de société, si on applique à la lettre l'islam, clairement, il faut refuser que ce soit appliqué à la lettre et il faut virer les islams radicaux, il faut interdire le voile dans les écoles, il faut interdire les prières de rue. Bon, et ça, c'est très clair et il ne faut pas transiger là-dessus. Mais c'est un aspect du problème. Donc, je dirais que les deux ont raison, selon qu'on se place sur un plan pragmatique existentiel ou sur un plan philosophique, intellectuel et, je dirais, théologique. Voilà. D'accord. Bon, si je résume, C'est compliqué. on peut pas dire exactement que l'islam n'est pas compatible avec la République. C'est-à-dire que l'islam pose un gros problème dans certains cas, c'est clair, mais il y a des musulmans qui pratiquent un islam qui est tout à fait cohérent avec la République. C'est ce que tu dis. Oui, tant Très qu'on bien. ne laisse pas le virus radical islamiste Mm. infecter tout ça. Et là, il faut y veiller comme le lait sur le feu. Et puis en plus, il faut quand même pas, et ça c'est l'immigration massive. Il se trouve que l'immigration qu'on a suite à notre histoire vient d'Afrique du Nord et d'un certain pays d'Afrique du Nord. Moi j'étais coopérant au Niger. À l'époque, il y avait des animistes, il y avait des chrétiens, il y avait quelques musulmans, les Touaregs au nord, et puis ça s'arrêtait là. C'était pas du tout un pays islamiste que c'est devenu maintenant, d'après ce que je sais. Bon, donc il y a eu des grosses progressions. L'islam est descendu du nord de l'Afrique vers le centre de l'Afrique, voire le sud ou le sud-est. Et là, à partir du moment où on admet une immigration massive qui vienne avec leur religion, que cette religion, elle est devenue musulmane et assez souvent la partie radicalisée, là, ça ne va plus du tout. Donc, il faut aussi empêcher une multiplication, comme disait De Gaulle, c'est De Gaulle qui disait, le jour où il y aura plus de musulmans dans ma région, en Lorraine, que de Français ou autant, ce sera plus Colombey et deux églises, ce sera Colombey et deux mosquées. Bon, mais OK. oui, il y a un moment, la bataille des berceaux, donc il faut absolument contrôler, et c'est pour ça que c'est une folie de tous les abrutis qui nous gouvernent depuis 40 ans, tous, depuis Giscard d'Estaing, qui l'a reconnu, en plus, faut avouer, pardonner un peu tardivement, mais enfin, qui a reconnu que c'était la plus grande bêtise de sa vie, le regroupement familial. Parce que tant que ça reste ici, ça redevient une immigration de travail limitée avec des permis et qu'on retire le permis de travail, il n'y a plus de contrat de travail et au bout de 3 mois de chômage, on est automatiquement rapatrié et qu'entre-temps, on ne fait pas venir ces 4 femmes, ces 3 grands-pères et ces 20 enfants, ou qu'on n'en fabrique pas, bon, ben, le problème est déjà plus le même. Hein. Donc, il faut savoir de quoi on parle. Voilà. OK. Est-ce qu'il y a un Enfin, grand... j'ajoute quand même, parce que j'aime bien les exemples concrets, je me suis trouvé en Afrique noire à une époque, que j'avais un parent qui s'occupait de la shell dans un pays pétrolier d'Afrique. Bon, eh bien, il m'a raconté que quand il y a eu une crise pétrolière, c'était il y a des dizaines d'années, hein, eh bien, le pays en question, que je ne nommerai pas pour gêner personne, a fait une chose. Parce que les gens qui travaillaient dans le pétrole, c'était beaucoup d'autres Africains, hein, des pays voisins d'Afrique, parce que la population du pays local, c'est un peu comme les Émirats, il y a très peu de gens, ils profitent de l'argent du pétrole, mais c'est pas eux qui se retroussent les manches. Bon, donc là, cette immigration de travail qui travaillait dans le pétrole, du jour au lendemain, au bout de quelques mois, il y a eu une rafle, ils ont bouclé les quartiers qui étaient réservés à ces gens-là. Les camions de l'armée, on les ont fait monter, ils ont vérifié. Tous ceux qui n'avaient pas plus d'autorisation de travail, dont le contrat pétrolier a été révoqué, sont montés dans des camions militaires
et ont été reconduits en file ininterrompue jusqu'aux frontières du dit pays. Donc, expulsion, ça s'est passé en 48 heures, ils avaient tout purgé. J'ai jamais entendu Reporters sans frontières, humanistes déclarés, les Amis du genre humain, et je ne sais pas quelle autre association, émettre la moindre faible protestation. C'était des Africains qui viraient des Africains. Eh bien, on trouvait ça très bien à l'époque. Imagine qu'on fasse la même chose aujourd'hui, en bouclant les banlieues, en virant tous ceux, les illégaux, qui n'ont pas de contrat de travail. Tu vas entendre, à mon avis, les droits de l'homme, les foudres des droits de l'homme te tomber sur la tête. Ok. Est-ce qu'il y a un grand remplacement en France? Bah, écoute, hein, je veux dire, seul un aveugle, et encore parce que l'aveugle, comme disait Chirac, il y a les bruits, les odeurs, les bruits et les odeurs, il n'y a pas que les couleurs, mais et je cite Chirac parce que sinon j'irai au tribunal pour dire ça. Mais tous ceux qui ne font pas partie des aveugles, même les borgnes, s'aperçoivent qu'il y a un grand remplacement. Mon fils, qui vit maintenant dans le nord de l'Europe, me dit, mais t'es effaré, il me dit à chaque fois que je reviens en France, je prends le métro, je ne vois plus un blanc ou un français, ou au moins, bon, disons, au moins un blanc, parce qu'un Français, maintenant, il y a beaucoup de Français de souche, de papier, je veux dire. Bon, mais enfin, c'est affolant. Il suffit d'ouvrir les yeux. Paris, ça devient une ville cosmopolite. Bon, d'ailleurs, parce que les Français n'ont même plus les moyens d'y habiter. Et les riches qui ont les moyens d'y habiter, en plus, ne sont plus des Français, sont des Saoudiens ou des Koweïtis ou je ne sais pas quoi, parce qu'eux, ils ont les moyens de se payer les Champs-Élysées. Ok. Et j'ai une autre question idéologique. Enfin, je te pose ces questions parce qu'en fait, tu as l'air d'être proche des idées de reconquête finalement en fait, beaucoup à RN disaient qu'il n'y a pas de grand emplacement. Qu'est-ce que tu penses de la remigration? Oh, écoute, alors là, c'est peut-être le terme, mais moi, entre nous, mes collègues, tous les gens du RN avec qui je discute, bah, ils ne parlent peut-être pas de grand remplacement, mais ils parlent d'une immigration massive, d'une submersion migratoire. Ça, Oui, c'est c'est des mots ça. du Donc RN. le Bah terme est oui, différent. oui, mais c'est la même chose. Enfin, Bon, c'est le personne même, de, d'accord. de sensé ne conteste. Seuls ceux qui ne veulent pas voir ne voient pas, hein, comme dit la D'accord, très Bible. bien. Alors, que penses-tu de la remigration? Est-ce qu'il faut remigrer les OQTF ou plus que ça? Alors, ça, c'est aussi une bonne question, parce que c'est un sujet brûlant. Et le tout est de savoir ce qu'on met dedans. Euh, je sais qu'il y a eu une polémique Oui, que c'est pour ça que les je te pose la question. députés allemands, oui, que les députés, mais c'est une bonne question parce euh, que les députés de l'AFD, je crois, enfin, un des députés de l'AFD, un élu, avait promis à ses électeurs qu'il pratiquerait la remigration, etc. Et Alors, ça n'a pas ça plu à fait une Marine Le levée. Pen. Alors, ça n'a pas plu à un certain nombre de gens. Et Marine Le Pen a dit que non, le mot remigration, etc. Mais je pense qu'elle ne l'a pas tout à fait bien compris parce que euh, ça aurait été, on vire tous les étrangers qui sont rentrés. Bon, là, effectivement, elle aurait peut-être pas eu tort de dire qu'il fallait quand même peut-être nuancer. Mais tel que moi, ensuite, je l'ai compris, qu'a voulu dire l'allemand, et là je ne suis pas contre, c'était limité à des cibles de remigration bien précises. C'était les délinquants. Ben, il est clair que je ne sais pas comment le qualifier parce que je ne serais pas poli, mais c'est Sarkozy qui nous a fait le coup de ce qu'il appelait la double peine. C'est-à-dire que cet animal de Sarkozy, hein, bon, c'est lui. À l'époque, il y avait un macro ou un braqueur de banque algérien, marocain, ou soudanais, je ne sais pas quoi, bon, qui était chopé. Quand il sortait de tôle, on l'expulsait, on le virait. Ça, on le pratiquait. Et les bonnes âmes ne pleuraient pas à l'époque, mais les bonnes âmes pleurent de plus en plus facilement. Bon. Donc, alors, appliquer aux délinquants, oui, la remigration, il faut les virer, et les virer. Même à des gens qui ont une double nationalité, il faut les déchoir de leur nationalité, mais ça, c'est ce que dit le RN d'ailleurs. Et les expulser. Donc, remigration, oui, comme ça, oui. Les illégaux, les clandestins, par définition, pour moi, n'existent pas parce qu'on ne peut pas être illégal et clandestin et parader comme ils le font aux tribunes des télévisions et être interviewés comme des stars et aller coucher devant l'hôtel de ville. Parce que moi, je serais président de la République au ministre de l'Intérieur. Au bout de 2 heures devant l'hôtel de ville, il sera embarqué et mis dans un charter et charterisé.
Ce que d'ailleurs par exemple, les Anglais pratiquent la remigration. Récemment, le gouvernement anglais vient de signer un accord avec le Mais Rwanda. ça reste un projet, Euh, c'est pas encore fait. ah si, si, c'est fait, ça y est, maintenant, ça a été voté par la... Si, si, Oui, ça ça a été vient d'être voté, mais voté. concrètement, ils sont pas partis encore. Et les Ah avions n'ont bah, pas non, mais décollé. pas. Oui, oui, mais si, si, le ministre a dit on a 300 employés en plus qu'on va former, on en a déjà 500, on a les contrats avec les compagnies de charter, on a les hubs. Si, si, non, non, ils sont très loin et ça va se faire d'ici très peu. À Non, partir du moment où c'est signé, ils sont trop contents de s'en débarrasser. ça va dans le Non, bon non, mais sens. voilà. Oui, oui, voilà. Donc, remigration, pour des cas comme ça, oui, tous les illégaux qui n'ont évidemment pas droit, les OQTF, c'est un véritable scandale que 7% d'OQTF, alors ils vont nous dire, oui, mais machin, alors, l'Europe, une fois de plus, il faudra y revenir sur l'Europe, parce que c'est la clé de tous nos maux aussi, hein, les inspirateurs et les accélérateurs de tous nos maux. Bon, c'est pour ça qu'il faut les virer aux prochaines élections dans la mesure du possible. Eh bien, ils vont nous dire, eh bien, le gouvernement français, ah oui, mais vous comprenez, c'est compliqué, l'Europe ne veut pas. Bon, peut-être, mais que je sache, l'Allemagne fait partie de l'Union européenne, hein, jusqu'à nouvel ordre. Bon, eh bien, leur taux d'OQTF appliqué, c'est 50%, ce qui n'est pas assez d'ailleurs. Et c'est la moitié, un sur deux. Ils sont virés. Nous, c'est 7%, c'est-à-dire que dalle, rien du tout. On se fout de nous. Mais il faut le dire, on se fout de nous. Et il ne faudrait pas qu'ils croient qu'ils nous prennent pour des imbéciles. Il ne faudrait pas qu'ils croient que les Français sont aussi bêtes qu'ils le pensent. Parce qu'à un moment, ça va bien, quoi. Bon, voilà. Donc, remigration, tout ce qui est illégal, tout ce qui est délinquant, tout ce qui est binational, qui a fauté, etc. Oui, et leur famille avec, parce que ça ne fait pas de sens que ces gens-là aient importé 12 gamins, femmes, enfants, grands-pères, et qui restent eux parce que quand on voit, d'ailleurs, dans toutes les affaires de terrorisme, que ça s'applique évidemment aux les fichiers S, tous ces gens-là, naturellement, je ne comprends même pas pourquoi on les garde en France. Bon, c'est une bêtise criminelle. Bon, et tous les futurs morts, les morts passés, présents, ils ont du sang sur les mains, nos gouvernants, hein, des non-applications Très bien. de vision. Alors, Bon, je pense que sur attends, tous ces sujets, je termine juste. Donc, eh bien, on s'aperçoit dans ces affaires de terrorisme, si on prend tous les cas récents, toute la famille qui faisait ça était complice. L'un a procuré un véhicule de hum, location, le deuxième a hébergé, le troisième, ils disent tous qu'ils ne savaient pas, mais toute la famille est dans le coup, hein. on est C'est ça d'accord. aussi. Bon, donc il faut virer la famille avec, parce que sinon on laisse un nid de vipères. Voilà. Ok, en tout cas, bon, je pense que sur les sujets régaliens, insécurité, immigration, on est en phase et la plupart des Français et l'étranger, quand parlons des Français et l'étranger, sont d'accord parce qu'ils sont à l'étranger, ils observent ce qui se passe en France. Après, il y a un sujet sur lequel on peut ne pas être d'accord entre Pro-Reconquête, LR et le RN. Beaucoup de Français et l'étranger qui nous regardent vont dire que le programme du RN est trop à gauche, trop socialiste. Alors, contrairement en France, on sait que le RN est en tête des sondages, mais à l'étranger, ça n'a jamais vraiment marché. Est-ce que ça va changer cette année? Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu réponds à ceux qui te disent que, voilà, moi je suis expat, je suis un entrepreneur, je suis un libéral, je ne peux pas voter RN? Qu'est-ce que tu leur dis? Bah, moi, déjà, j'ai une activité, j'étais dans le C'est privé, pour ça que je te pose la question aussi. j'ai une activité Tu es un homme d'affaires économique aussi, donc voilà. personnelle, donc je ne suis pas contre les entrepreneurs. Et nous, et d'ailleurs, je vote, on a quand même, comme tu sais, au conseil consulaire, on a un comité pas de financement, de subvention des associations françaises, bien que les budgets soient sabrés là encore, il faudra y revenir aussi. Ça, c'est le en même temps macronien. Et son hypocrisie. Bon, mais donc je vote dès que je peux tout ce qu'on peut pour aider les entreprises. Bon, donc je me sens pas comme un homme de gauche dans ce sens-là. Maintenant, si c'est de gauche au sens de Jaurès, un patriote, bon, pourquoi pas? Je veux dire, l'étiquette me choque pas en soi. Encore une fois, je pense que c'est des notions un peu dépassées. Maintenant, économiquement, dans certains cas, je pense qu'effectivement, la libre entreprise a ses vertus. Maintenant, le libéralisme à tout craint, comment les ultralibéralismes à l'américaine des démocrates et et avec tous les comités façon Davos mondialistes, libéralistes, hyper qui ne pensent qu'à leur fric et à imposer leur volonté comme ça. Là, je suis complètement contre. Mais c'est pas, même pas une position de gauche, c'est une position de national. Un peuple, c'est des riches et des pauvres.
Les rois de France l'avaient quand même bien compris, hein. Et alors après, c'est une question plus subtile, c'est une question, il faut aider évidemment les plus nécessiteux, sans les assister, mais bon, ça c'est clair. Mais d'un autre côté, après, c'est plus pas une question de riche et de pauvre, c'est une question de colbertisme ou pas. Est-ce que Richelieu et Mazarin ou Colbert étaient de gauche ou de droite? Colbert, il a très bien fait, il a bien développé l'industrie en étant extrêmement interventionniste et étatiste, comme tu sais, avec les manufactures qu'il a créées, les gobelins, les brevets qu'il a été piqués à l'étranger. Bon, voilà, mais d'un autre côté, il tenait ça d'une main de fer. Alors, c'est une question d'interventionnisme. Mais des services publics, il en faut pas trop, mais il en faut. Il faut tout, le tout est dans la mesure. Alors, il ne faut pas être l'URSS avec un plan quinquennal, et il ne faut pas non plus être un ultra-libéral avec tous les dégâts que ça cause et les ravages à frontières ouvertes, parce que l'Europe est toute une véritable passoire ouverte à tout vent. Ça aussi, il faudrait revenir à propos de l'Europe. C'est une des parts majeures aussi. Voilà, donc Est-ce qu'on peut parler rapidement de l'Europe, de l'Ukraine, la Russie? Qu'est-ce que tu en penses? alors, d'abord l'Europe, parce que c'est l'Europe, on vote le 9. Bon, il faut quand même bien comprendre une chose, c'est que la plus grande escroquerie de l'après-guerre, c'est l'Europe. Parce que ça a été créé, et De Gaulle était d'accord, à la condition de la limiter, avec droit de veto à l'appui, avec contrôle étroit, avec une administration limitée, modeste, et pas l'espèce de truc tentaculaire qui coûte des milliards aux contribuables, donc à toi et à moi. Bon. Et avec des projets cohérents et avec des États homogènes et unis, voisins. Et voilà, ça, c'était la conception de départ raisonnable. Mais en douce et en catimini, et à travers deux, trois mécanismes très pervers, pendant 30 ou 40 ans, il y a une dérive silencieuse. Et maintenant, ça devient plus qu'une dérive, ça devient une tyrannie sans vergogne et sans, et décomplexée. Bon, il y a eu une dérive, comme je disais, géographique dans le sens du mondialisme. Parce que l'Europe, c'était supposé, et ça doit être, et ça devra être, si on la reconstruit, une Europe des peuples et des peuples européens. C'est-à-dire de gens qui ont une histoire en commun, une civilisation en commune, et notamment les civilisations chrétiennes, qu'elles soient orthodoxes ou catholiques. Ou bon. Et ces pays-là étaient homogènes, bon, avaient une raison de s'unir en respectant les souverainetés et les identités de chacun. Bon, ensuite, à partir du moment où on passe de 6 membres cohérents à 27 pays complètement hétérogènes, et puis bientôt à 35 éventuellement, qui est une folie, en incluant des États mafieux comme l'Albanie, des États non européens, parce que je persiste à dire que la Turquie, qui a quand même fait la guerre à l'Europe toute sa vie, hein, on se souvient de Lépante, on se souvient de Byzance, conquis par la force 3 fois par les Turcs. Enfin, ces gens-là sont des musulmans conquérants et qui ils ont opprimé les Grecs. Il faut se souvenir de Byron, de la poudre et des balles, hein. Bon, de tout ça, il faut se souvenir aussi du massacre des Arméniens. C'était quand même des catholiques, même catholiques arméniens. Bon, donc, à partir du moment où on parle même d'Israël, alors j'ai rien spécialement contre Israël, mais enfin, c'est pas un pays européen. Il se situe pas en Europe, il se situe de l'autre côté au Moyen-Orient. Alors, on n'a plus de limite géographique précise et on n'a plus de logique, ni une logique philosophique, ni une logique économique, ni une logique, parce que c'est complètement disparate, ni une logique donc historique, ni une logique religieuse, ni une logique géographique, parce que c'est des pays tout ça, ça n'a ni queue ni tête, mais ils s'en foutent, parce que le prétexte, c'était de créer une identité européenne forte et unifiée ou cohérente. Bon, et pourquoi? C'était pour faire échec à la vassalisation des peuples européens vis-à-vis des États-Unis. C'était ça que De Gaulle avait en tête, hein. C'était faire pièce à l'influence américaine. Bon, avec l'état où on en est actuellement, il ne peut plus y avoir d'identité parce que c'est tellement n'importe quoi, il n'y a plus de cohérence, et il n'y a surtout plus, comme on le voit tous les jours, les USA ont renversé le truc, c'est eux qui appliquent leur ligne via la Commission et qui appliquent leurs directives et leurs politiques étrangères aux pays d'Europe, ou ce qu'ils appellent l'Union européenne, et qui les suivent comme des toutous. Bon, donc c'est exactement le contraire. Donc, première escroquerie. Deuxième escroquerie, on n'a jamais parlé d'État fédéral. Jamais.
Et ils gardent bien, même aujourd'hui, d'en parler. L'essai de la Constitution européenne, mais c'était quand même un aveu. Quand on fait une Constitution, c'est qu'il y a un pays et un État. Et ça veut dire que donc il y aurait eu un État, à terme, un État européen. Donc c'est bien pour ça que les Français l'ont refusé et que ça a été rejeté. Bon, mais si tu veux, donc là, les fédéralistes en douce et à travers un certain nombre de technocrates, de petits hommes gris aux manettes un peu partout, et des milliers, parce qu'ils sont très nombreux. Ça coûte une fortune, il suffit de regarder effectifs et organigrammes, c'est devenu une armée de soviétiques. Bon, et ça nous coûte une fortune aussi. Eh bien, ils ont petit à petit renié les prérogatives régaliennes des États. La monnaie, c'est clair avec l'euro. Les budgets, c'est clair. J'en parlerai à propos du Portugal. C'est flagrant. Le contrôle, la mise sous tutelle budgétaire. C'est une véritable mise sous tutelle dans le cas du Portugal. Bon, les affaires étrangères, à chaque fois qu'on peut, et l'Ukraine sert de prétexte, ben, on essaye de rogner et se donner des prérogatives qui n'ont jamais été voulues ni votées, ni demandées à l'acceptation d'aucun peuple européen. D'aucun peuple européen. Aucun dirigeant n'a demandé quoi que ce soit. Ça se passe en catimini, en douce, et on nous met devant le fait accompli. Bon, il y a la justice et les lois, c'est le pire parce qu'il n'y a pas, il n'y a plus de loi française, il y a un projet de loi cadre européen qui redescend, appliqué par le valet de pisse de Bruxelles, qui est Macron, et qui fait voter ensuite au Parlement, avec deux, trois petites modifications pour adapter les couleurs locales, qui fait voter les textes européens. Donc, on n'a plus de souveraineté non plus législative. Et au niveau de la justice, c'est une catastrophe parce que les tribunaux maison, ce sont les trois tribunaux européens, sont des tribunaux maison. Et ils jugent qu'ils ont proclamé le droit européen, qu'un certain nombre de juristes fédéralistes ont créé, hein, et ce droit européen, ils l'appliquent par une jurisprudence extensive, tous ces tribunaux, et à tout, mais au début sur des questions économiques qui étaient à peu près justifiées, maintenant ça va jusqu'à des questions sociétales, idéologiques, des histoires de genre, de transgenre et machin. Récemment, la Cour de justice européenne, c'est elle qui a décidé que votre sexe, parce que votre genre, mais moi je dis sexe, parce que le genre pour moi ça n'existe pas, mais le bon Dieu a créé deux sexes, que je sache. J'ai appris ça au catéchisme. Et il n'en crée pas tous les jours. Il ne fait pas des miracles. Il ne multiplie pas ça comme les petits pains, les sexes. Et donc, eh bien, la Cour de justice européenne a décidé que l'état civil, s'il a donné raison à un monsieur qui s'était fait châtrer, en fait, parce qu'il se sentait une femme, et après, il a été demandé à avoir un état civil de femme. L'état civil, je ne sais plus de quel pays, français peut-être, a refusé, en disant, mais monsieur, c'est pas que vous êtes castré. Il y a eu des castrats dans l'histoire, c'était quand même des hommes, et les gardiens, d'ailleurs, la preuve, c'est que les gardiens de harem étaient des castrés, hein, et on le sait bien, et n'étaient pas des femmes, Non, mais mais c'était pas c'était quand même des volontaire. hommes. Hein, C'était pas oui, mais enfin, volontaire. c'était pas volontaire, d'accord, mais oui, ben, raison de plus. Bon, alors, et donc, eh bien, là, la Cour de justice européenne a décrété que l'État civil devait admettre de donner une identité de femme à ce À ceux qui se gars-là. sentent Et femmes. non, mais là, je termine sur un point parce que ça m'évitera d'aborder la question des genres spécifiquement. C'est que tout sera dit. C'est aussi. Alors, parce que maintenant, les administrations font des formulaires aussi en poulet que on dit plus quel est votre sexe, on dit quel est votre sexe de naissance. Voilà. Alors, tu n'as plus de sexe, mais tu as un sexe de naissance. C'est une belle façon de dire que la nature t'a fait homme ou femme. Bon, mais c'est aussi abruti, idiot, parce que si on peut contester, si on peut dire qu'après, on peut décider de son sexe après la naissance, j'ai envie de dire sur le papier, date de naissance, on peut aussi dire que bah non, je considère que j'ai pas 60 ans, que j'en ai 35, et je vais rectifier, parce que si je peux choisir mon sexe qui est donné à la naissance, je peux choisir ma date de naissance quelque part. On arrive dans des aberrations. Et d'ailleurs, il y a des gens qui le réclament, je te signale. Il y a des gens qui se sentent. Alors, les psychologues de gauche et les wokistes, il y a une théorie là-dessus ils vont à l'appui en disant mais si, parce que dans sa tête, de la même façon, dans sa tête, il se sent femme, bah, dans sa tête, il se sent avoir 20 ans. Et ça permet de justifier tous les pédophiles. Parce que dans sa tête, ben, vous comprenez, monsieur le juge, dans sa tête, il a 12 ans, il se sent proche des gens de 12 ans, même s'il en a 60, il peut violer des petits enfants de 12 ans, parce que c'est pareil, ils sont de la même génération. Non mais
T'imagines Ouais, si on les parle du dérives délire des wokistes, on peut parler pendant des heures. On va pas Mais faire oui, ça. non, mais on est chez les dingues. Non, mais c'est pour dire qu'on est dans une civilisation malade et que Mhm. l'Europe est à la fois le catalyseur et l'accélérateur, parce que tout ce qui est woke est perméable, ça aspire tout ce qui est mauvais et qui vient des États-Unis. Je répète que tout le mal nous vient des États-Unis. Bon, donc toutes ces stupidités qui viennent des États-Unis, des universités et autres, arrivent en Europe et il y a tous les abrutis de Bruxelles qui s'emparent de ça, qui le montent et qui en font des textes en catimini. Bon, donc, deuxième dérive. Donc, alors, si, et alors, attention, le droit, très important, parce que c'est quand même le droit européen. Il faut bien comprendre que l'Union européenne, et ça montre la perversité et l'hypocrisie de tous ces gens, de tous ces technocrates. Parce que tu le sais peut-être pas, mais euh, au jeu du droit, les européistes ont développé un mécanisme très astucieux, c'est face tu gagnes, pile tu perds pas, et sur la tranche tu gagnes aussi. Et j'explique. Non, mais c'est ça, c'est là où on est baisé. Bon, pour parler vulgairement. Parce que il y a trois cas de figure pour que les tribunaux européens et le droit européen considèrent qu'ils doivent s'appliquer. Le premier cas, c'est ce qu'on appelle des compétences attribuées. Bon, là, ça dit bien ce que ça veut dire. Les traités ont attribué et ça a été volontaire signé. Bon, même s'ils ont eu tort, mais c'était signé par les États. Donc, compétences attribuées, exemple de compétences attribuées, budgétaires, monétaires, etc., attribuées à l'Union européenne. Bon. Ensuite, il y a les compétences complémentaires. Alors là, ça devient déjà plus vicieux. C'est-à-dire que quand un État fait une législation dans un certain sens sur un certain sujet, il va traiter 80% de la matière, par exemple, parce qu'on ne traite jamais tout, on ne prévoit jamais tout. Bon, que fait les juristes de l'Union européenne? Ils s'emparent du sujet, il l'examine, d'où cette armée de technocrates, et alors la partie des compétences complémentaires, il découvre des points qui n'ont pas été complètement décrits ou couverts par le droit national, et ils disent, ben là, nous, donc c'est nous qui allons légiférer là-dessus. Et on peut, en faisant ça, contourner complètement un texte, parce que en prenant les exceptions qui restent, et en les légalisant et en les infléchissant dans un certain sens, on arrive aussi à appliquer la doctrine du droit européen. Et troisième, donc, pas je gagne, pile je perds pas. Et sur la tranche, c'est encore pire, c'est ce qu'on appelle les compétences comment ils appellent ça, les compétences de complémentarité. Voilà. Donc il y a les compétences attribuées, les compétences, comment dire, complémentaires, non, complémentaires, et les compétences, attends, les compétences, oh, je ne sais plus le terme, mais en gros, ça permet de dire que tout sujet qui n'a pas été traité par les pays peut automatiquement être pris et traité de droit par l'Union européenne et par le droit européen. Alors t'imagines, avec ça, c'est génial pour un juriste, parce qu'un juge ou un législateur européen, il fait ce qu'il veut. C'est pour ça qu'on est toujours condamné par toutes les cours européennes et qui sortent des trucs complètement délirants, parce qu'en plus, ils sont inspirés, comme tu dis, de wokisme, de je ne sais pas quoi, d'anti-esclavagisme et d'anticolonialisme. Enfin, voilà. Bon, donc, il y a cette dérive aussi, là, qui est d'appareil, qui est comment dire, qui est fédéraliste, après la dérive de l'élargissement géographique, la dérive fédéraliste. Et enfin, tout ça, ça donne lieu ensuite clairement à imposer en force et à faire passer en force tout un tas de choses très importantes et en disant mais que ça vous plaise ou non, c'est comme ça. Et si vous votez contre, on vous le refourgue, on vous resserre la soupe une deuxième fois et vous finirez par la manger, la soupe. C'est comme un enfant qui ne veut pas manger sa soupe. Ben, si tu ne manges pas ta soupe, tu vas au lit ou tant que tu ne mangeras pas de ta soupe, tu n'auras pas de dessert. C'est exactement ce qui se passe. Et c'est des procédés limite mafieux. Parce que je prends l'exemple du Portugal, comme ça est valable pour tous les pays, mais moi je le constate ici. Le Portugal, on lui fait sa dette publique est mise en examen quasiment au sens judiciaire du terme tous les jours. Tous les jours, on vient de l'emmerder, on va lui parler de sa dette publique. Il faut ci, il faut faire ça, ça va pas, votre dette elle est ci, attention, machin, voilà ce que dit l'Europe et appliquez ce que dit l'Europe, prenez les mesures. Bon, ensuite, on manie la carotte des subventions.
Alors, ah, ben attends, si tu es bon élève et que tu fais ce que dit von der Leyen, tu auras droit à une subvention, on va te subventionner ton stade de foot ou je sais pas quoi. Bon. Ensuite, on a donc la carotte des autres, on a le bâton des sanctions financières et budgétaires, à savoir que ton budget, ah ben attention, non, non, il ne nous va pas du tout. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Il doit être retoqué. Le Parlement portugais, le mini-gouvernement, fait un projet, le Parlement est d'accord. Bon, eh bien, à un moment donné, l'Union européenne qui examine le projet de budget dit non, ça ne va pas. Sur ces points-là, il faut retoquer. C'est pas comme ça. Là, c'est contraire à l'esprit. Parce que quand on n'a pas le texte, on invoque l'esprit. Donc, on peut tout invoquer. Hein, et on se mêle de tout, surtout ce qui ne vous regarde pas. Et donc, ben, l'Union européenne décide que votre budget, là, il faut supprimer là. C'est comme ça qu'en France, ils nous ont fait le coup des retraites. Hein. Macron, c'est sous la pression de l'Union européenne qui a dit eh ben non, non, maintenant les retraites en Europe, la France, c'est trop de retraites, hein, vous allez sabrer les retraites. Et puis demain, ils vont nous faire le coup pour la santé, c'est ce qui se passe déjà, et ainsi de suite, et ainsi de suite, toujours pour notre plus grand bien, naturellement. Bon, donc ça, et enfin, là, dans l'exemple précis, il y a ce qu'on appelle le PRR au Portugal, le plan de résiliation et de rénovation, de résiliation et de reconstruction, de rénovation, bon, qui sont des centaines de millions ou des dizaines de millions de l'Union européenne, eh bien, c'est bloqué et on les débloque au compte-gouttes parce que tant que le Portugal n'aura pas appliqué à la lettre tout ce que veut Bruxelles, c'est ce gâteau-là qui en principe est de droit. Hein, en principe, ce plan, c'est un peu comme le plan Marshall. Hein, c'était attribué aux différents États européens, y compris la Hongrie et la Pologne, à qui on a fait le même coup. Que c'est exactement cette même arme des plans des PRR là que Bruxelles a dit, bah non, nous, on ne vous donnera pas vos millions parce que vous avez voté une loi sur les juridictions en Pologne qui ne nous plaît pas, vous avez voté une loi sur les transsexuels, je ne sais pas quoi, en Hongrie qui ne nous plaît pas. Donc, eh ben, tant que vous n'aurez pas corrigé, vous n'aurez pas les millions en question. Alors que c'est de droit. C'est un véritable scandale. C'est un chantage mafieux. C'est très proche d'un chantage mafieux. Bon, voilà. Donc, bon, enfin, pour résumer, en un mot, pour terminer, parce que sur Mhm. les. Ah oui, et puis alors si, et puis quand même, maintenant qu'ils sont En un sans mot. masque, comment? Oui, En non, un mais mot. en un mot, en termes en trois mots, et maintenant qu'ils sont sans masque, ils n'ont plus de pudeur, et ils nous imposent des politiques. Alors la politique migratoire, c'est un véritable scandale, parce que elle est, en dépit de soi-disant de Frontex, c'est le contraire. C'est une volonté de grand remplacement, comme tu disais, une volonté de repeuplement de l'Europe. Ils le disent, ils l'écrivent, hein, il suffit de lire les textes des commissions concernées, et on le fait sans aucune vergogne. Par millions de millions, l'Union européenne, la Commission subventionne les bateaux de George Soros, dont tout le monde sait ce que c'est, hein, et les passeurs qui sont des mafieux. Elle finance les passeurs clandestins. Hein. Toutes ces organisations ONG, tout ça, l'argent va dans la poche de mafieux. Bon, donc l'immigration massive payé, financé, voulu par l'Union européenne, c'est quand même très grave parce que c'est la dilution de nos populations. L'islamisme, on en a déjà parlé, mais il n'y a pas une mosquée, une association salafiste, une formation d'imams qui ne soit pas subventionnée par des fonds européens ou des fonds français, mais eux-mêmes abondés par des fonds européens sous prétexte de culture, de droits de l'homme ou de je ne sais pas quoi. Bon, dernier exemple, l'Ukraine. Là, c'est très grave parce qu'on est quand même à deux doigts d'un conflit mondial. L'Ukraine, eh bien, l'Union européenne pratique une escalade verbale, diplomatique, financière, militaire, par une aide militaire de plus en plus massive, des financements très importants parce qu'on ne se pose pas la question, mais c'est toi qui paye sous cette aide ces milliards à l'Ukraine, c'est des milliards, ça se chiffre en milliards, encore la dernière aide, là récemment. Eh bien, c'est nous. Et est-ce qu'on nous a demandé, est-ce qu'on a fait un collectif budgétaire proposé à l'Assemblée en disant ben, on va modifier le budget, on va voter 10 milliards de plus et ça va aller à l'Ukraine. Est-ce que vous le votez? Jamais les organisations ont été, que je sache, n'ont été concernées. Alors, tout ça, ça vient accroître le déficit de notre budget. Bon, voilà. Et donc, et ça, c'est sans aucun moment acceptation, volonté des peuples, parce que les peuples, ils ne veulent surtout pas la guerre en Ukraine, et les Français, je pense qu'ils n'ont pas envie ni de payer avec leurs impôts, ni a fortiori d'envoyer leur fils, dont le mien d'ailleurs, se faire tuer là-bas. Personne, il n'y a que Macron. Mais Macron, lui, ne sera pas en première ligne.
Bon, donc tout ça, c'est sans la volonté de mais sous la pression des États-Unis. Et je termine en disant, là je termine vraiment, en disant que dans ce rôle-là, Madame van der Leyen, il y a beaucoup à dire à son sujet parce qu'en réalité, on s'aperçoit de plus en plus que c'est un agent d'influence américain. Et pour pas dire de la CIA, parce que vu les fonctions qu'elle a occupées au ministère de la Défense, dans les milieux militaires en Allemagne d'abord, à l'OTAN ensuite, tout le monde sait très bien, tout le monde sait très bien, on ne peut pas occuper ce type de poste à ce type de niveau sans être au minimum un agent d'influence des États-Unis en matière militaire, ça veut dire de la CIA. Bon, et on le voit, parce qu'à chaque fois qu'elle annonce quelque chose sur le plan militaire, on s'aperçoit que 48 heures après, la Maison-Blanche fait un communiqué où ils annoncent exactement ça. Elle prend juste un peu les devants, elle fait du zèle. Bon. Mais dans son. Et alors là, je termine parce que c'est un cas exemplaire. Qui est cette dame et qu'est-ce qu'elle devrait être et qu'est-ce qu'elle est? Et je termine là-dessus parce que c'est la plus belle illustration qu'on puisse trouver des dérives et de pouvoir de l'Union européenne. Cette dame, pour résumer, d'après les textes, hein, cette dame, c'est jamais qu'une secrétaire de direction améliorée. Madame Van der Leyen est une secrétaire de direction. Bon, j'ai rien contre les secrétaires de direction, mais il ne faut pas qu'elle prenne la place des patrons. Bon. Or, le patron, en principe, ce sont les chefs d'État au Conseil de gouvernement de l'Europe. C'était comme ça que De Gaulle le voyait, et c'est comme ça que ça devrait rester. Mais comme nos dirigeants sont des lâches ou des complices, et dirigeants tous les centristes, hein, de gauche ou de droite, depuis 40 ans, ils ferment les yeux et ils laissent elle prend, elle prend le mort aux dents, Madame von der Leyen. Dans l'affaire de l'Ukraine, un beau jour, alors que personne n'en parlait, c'est elle, c'est pas un chef d'État, hein, c'est elle qui a décidé, elle se prend pour un chef d'État, mais elle a tort, parce que l'Union européenne n'est même pas un État, d'ailleurs, bon, encore qu'il ait personnalité juridique. Et elle a dit un bonjour, et ben voilà, et ben moi on va, et ben l'Ukraine, ça y est, j'ai annoncé à l'Ukraine, elle dit, j'ai dit à Zelensky que on acceptait sa candidature, qu'ils allaient rentrer dans l'Europe. Alors petit A, elle n'a aucun pouvoir pour le faire, aucun. Ça, c'est une décision qui aurait dû être prise déjà par les gouvernements, pas par le patron, pas par la secrétaire de direction. Bon. Deuxièmement, elle sait très bien que c'est une promesse complètement illusoire, parce qu'il faut 20 ans, on voit bien avec la Turquie, mais pas que, il faut au moins 20 ans de procédure. Donc, elle leur disait, demain, vous allez rentrer, vous êtes membre. Donc, elle mentait effrontément. Bon, un, elle outrepassait ses compétences. Deux, elle disait n'importe quoi. Ouais, Et ils trois, parlent elle d'une avait. procédure accélérée quand même, parce qu'ils veulent, Oui, faire autre chose que la ben oui, procédure ben oui, mais normale. c'est ça. Non, mais en fait, ben oui, mais un régime d'exception, ben c'est Ouais. encore pire. Oui, oui, je dis pas le Sinon, contraire, c'est encore pire, mais bon, tout ça oui, pour oui, expliquer, mais parce on que. voit bien le bout de l'oreille. Non, mais à l'époque, on n'en parlait pas. Et les règles normales, c'était 10 ou 15 ans de procédure. Bon, alors même maintenant, ça va faire 5 ans. Et même 5 ans, ils seront peut-être battus avant, d'ailleurs, par les Russes, où il y aura peut-être un cessez-le-feu, ce que j'espère, parce que ce serait quand même le plus raisonnable, avant que ça dégénère vraiment. Bon, donc, elle a outrepassé ses compétences. La secrétaire de direction prend la place du patron, et le patron est complice et laisse faire, parce que ça l'arrange bien. Après dire, bah, c'est l'Europe, vous comprenez, vis-à-vis de ses électeurs, oh ben c'est pas moi, c'est la faute à l'Europe. Hein, parce que pour se défausser, le Macron, il est là aussi, avec selon en même temps, hein, c'est de l'en même temps pour tout. Et je veux dire, bah tiens, je vais prendre deux domaines, je te donne deux exemples du en même temps macronien, qui ne concernent pas que l'Europe. Nous, pour ce qui nous concerne, pour les Français de l'étranger, j'ai encore dans l'oreille, il y a 6 mois, tu te souviens, d'ailleurs, on a parlé à la FE, tu y étais, ils devaient doubler les budgets et le nombre de lycées français dans le monde, j'ai pas rêvé, Oui. hein, à horizon 4-5 ans. Bon, ça suppose du pognon. Et beaucoup, parce que pour doubler le nombre de lycées français, c'est pas trois shillings. Bon, et là, maintenant, aujourd'hui, j'étais au Conseil des bourses scolaires. On a eu droit à une protestation des parents d'élèves en bonne et due forme qui se sont levés pour une déclaration disant que c'était un scandale, que l'État français ne respectait plus le droit à l'éducation des jeunes Français à l'étranger. Ben, ils ont réduit les bourses scolaires entre 25 et 30 le montant des bourses scolaires. C'était déjà pas forcément épais. Et ça c'est les plus démunis. Et malheureusement, c'est pour les plus faibles, ceux qui ont besoin de bourse. Bon, alors, on dit d'un côté, on a des millions et on va doubler les budgets, on va doubler les lycées français, et 6 mois après, on n'a pas, on pique 25% du montant des bourses. C'est une goutte d'eau dans la mer par rapport à ce dont il parlait. Mais alors, de deux choses une, où il se fout de nous, où il n'avait pas les moyens, et donc il nous mentait, où il nous mentait, où il se fout de nous. Enfin, ça Bah, ne ils se marche sont pas. trompés. Bon, Ils ont dit qu'ils se sont trompés de 10 milliards d'euros.
Ah ben oui, ben ils se sont trompés. Ben ça, en plus, alors, ils avouent qu'ils sont incompétents, en plus. Je savais qu'ils étaient, enfin, une partie du moins incompétents, mais incompétents complètement, ils ne l'avaient jamais avoué. Alors, dans le même sens, et là, c'est pas de l'incompétence, c'est volontaire, et comme je connais bien la zone de l'océan Indien et la Réunion, et Mayotte, il se trouve qu'il y a eu beaucoup de Comoriens, comme tu sais, clandestins, immigrés, qui rendaient la vie impossible à Mayotte, mais au point de vue de l'insécurité, on était en état de guerre sur le territoire. On nous le cache, mais tous les préfets le savent, et même ça c'est un tout petit peu en métropole. Bon, donc des mesures absolument. Les gens se faisaient attaquer à la machette chez eux par des Comoriens clandestins, immigrés clandestins, etc., qui étaient la Ligue des Comores. Bon, ok. Là-dessus, que fait le gouvernement? Acte 1, la main sur le cœur. Oh ben non, ces gens-là, ouais, ouais, on va les expulser, on sera impitoyable, pas question. Bon, ça, c'est la position officielle. Et puis Darmanin le dit, et le dit à Marion Maréchal d'ailleurs. Tiens, dans un entretien que tu as peut-être suivi, elle dit qu'est-ce que vous allez faire de ces illégaux qu'on vient. Oh, on les vire, on les vire. 2 mois après, là, il y a quelque temps, on apprend que ces gens-là, non seulement on les vire pas, donc pas d'OQTF, mais on les traite comme des princes, et c'est bien le mot qui convient, parce qu'on les fait venir en France, tu le sais peut-être pas, on les héberge gracieusement aux frais de la République, à tes frais, c'est toi la République, au château de Grignon, qui était quand même l'école d'agriculture d'excellence de France, en Île-de-France, qui est un château magnifique où habitait la duchesse de je ne sais pas quoi, un château du XVIIe siècle. Enfin, bon, et ben, ces gens-là mènent la vie de château. Alors que le Macron disait on les vire, 2 mois avant, 2 mois après, on les traite, on les accueille ici, on ne dit rien à personne, mais ils sont logés aux frais de la princesse et comme des princes au château de Grignon. Non, mais rien que ça, si les Français ne comprennent pas, c'est qu'ils sont plus bêtes que nature. Voilà. Donc, tu vois, Macron dit tout et le contraire et on ne peut absolument pas se fier à ce qu'il dit parce qu'il a de toute façon double langage et de toute façon, c'est toujours à l'encontre des intérêts français. Il trahit, moi je dis c'est un traître, appelons un chat un chat. Il trahit les intérêts de la France, de la position de la France et des Français en permanence parce qu'il est le pion, le petit chargé d'affaires ou le petit télégraphiste de l'Union européenne de la Madame von der Leyen, qui elle-même est le porte-coton de l'Amérique. Hein, voilà. Donc, en fait, c'est la voix de son maître. Et puis, Madame von der Leyen, c'est la voix de son maître. Et son maître, il s'appelle Biden. Voilà, pour l'instant. Donc, voilà, si tu veux, cette Europe est tellement arrivée à un point, tellement de déliquescence. Et j'ajoute pour conclure, parce que je pense qu'il faut que tu dis peut-être qu'on conclue, mais je ne peux pas résister à l'envie de citer, mais tu le sais déjà, parce que je l'ai déjà écrit, l'aveu d'apprenti dictateur d'un commissaire européen, prédécesseur de Madame van der Leyen, qui est Monsieur Juncker. Que dit ce bon Monsieur Juncker en 2015? C'est pas vieux. Il dit il ne saurait y avoir de vote démocratique contre les traités européens. Et je répète, parce que c'est tellement énorme, il ne peut y avoir de vote démocratique contre les traités européens. Ça veut donc dire qu'à partir du moment où il y a les traités européens, on ne peut plus les remettre en question, c'est fini, circuler, il n'y a plus rien à voir. Un vote populaire, même on ferait demain un référendum sur l'Europe comme on ferait sur l'immigration. D'ailleurs, Fabius vient déjà d'annoncer qu'il refuserait au Conseil constitutionnel d'accepter un référendum sur l'immigration. Tous les sujets importants, ben, c'est soi-disant pas constitutionnel. Entre parenthèses, la Suisse a fait un référendum il n'y a pas si longtemps sur l'immigration, et que les Suisses ont massivement rejeté, naturellement, parce qu'ils sont moins idiots que nous, mais ce n'était pas inconstitutionnel en Suisse. Alors pourquoi est-ce que l'immigration, on peut faire un référendum en Suisse et qu'on ne peut pas en faire un dans un pays des droits de l'homme, de juridique, des libertés, de la République avec un grand R? Ben non, voilà. Et ben c'est pareil pour l'Europe. Donc ça veut dire qu'on ne peut. Ce monsieur Juncker nous avoue que maintenant, terminé, les peuples, et ils l'ont appliqué en France en 2005. Ben, les peuples, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais ils avanceront, contents, pas contents. Alors, ça me fait très peur, parce qu'un État fédéral demain, c'est la disparition, c'est la prochaine étape, et ils veulent y aller très vite. On le sent, d'ailleurs, Macron accélère. Il se voudrait d'ailleurs le premier président de l'État fédéral, entre parenthèses, histoire d'assurer ses positions, parce qu'il sent qu'en France, comme il n'a plus rien il n'a plus de soutien sur rien, il essaye de retrouver un poste peinard quelque part, et à l'Europe, c'est pas plus mal, c'est bien payé. Bon, eh bien là, dans un cas de figure comme ça, c'est la disparition de nos nations. Et puis, ils ne nous feront pas de cadeaux. Quand on voit déjà comment ils se comportent
de manière dictatoriale avant même qu'il existe le moindre État européen, et que théoriquement les États sont dits souverains. Les États dits souverains, qui entre parenthèses, dans le cas du pacte de migration, sont obligés, tout État souverain qui soit, hein, ils refusent que des gens entrent chez eux, ils refusent qu'on leur attribue les quotas de migrants que veut distribuer Mme von der Leyen au monde entier, enfin à l'Europe entière. Si tu refuses, ben, ok monsieur, tu refuses, et tu reçois une petite facture de seulement 20 000 euros. Tu le sais, ça, Marc. Je ne sais pas si tu sais le montant, mais le chiffre, c'est ahurissant. 20 000 euros par tête de migrants refusés. Oui, Donc, oui, des oui. clandestins La qui n'ont aucun pénalité. droit, tu payes 20 000 euros pour ne pas vouloir accepter des clandestins qui n'ont aucun droit d'entrer chez toi. Alors, 20 000 euros par tête de pipe, ça fait 20 000, ça fait 200 000 pour 10, ça fait 2 millions pour le 100. Le 100 d'immigrés est à 2 millions d'euros. Je ne sais pas si tu vois. Et s'ils sont 1000, c'est 20 millions d'euros. Une paille. Une paille. Enfin, tout ça, ça nous montre la mesure. Donc, c'est pour terminer, moi, ce qui me fait peur, c'est que si on rentre dans un système comme ça, et on n'en est pas loin du tout, si on ne se réveille pas et si on ne bloque pas l'engrenage fatal, moi, je connais bien l'histoire, et l'histoire des États-Unis, la fédération américaine, est très parlante. Ben, les États du Sud, à un moment donné, ils ont dit, mais non, ça ne va pas, c'est pas conforme ni à nos styles de vie, ni à nos conceptions, ni à nos intérêts économiques. On se retire de l'Union, qui était libre au départ, hein. Ils avaient adhéré librement. Ben, Grant et compagnie ont dit non, non, pas question, vous ne ressortez pas. Et on a envoyé la cavalerie de Grant, les canons et le reste. Il y a eu les guerres de sécession qu'ils ont gagnées. Ils ont imposé par la force des baïonnettes que les États-Unis restent les États-Unis et qu'il n'y ait pas scission des États du Sud. Eh bien, je ne suis pas du tout loin de penser que c'est ce qui pourrait très bien advenir, et avec les Américains derrière qui pousseraient très certainement, trop contents, c'est ce qui pourrait très bien arriver à nos nations si on n'y prend pas garde et si on laisse se faire la création d'un État européen qui est un péril extrême. Pour moi, c'est le plus grand péril, surtout qu'il faut rentrer l'immigration et l'islamisation avec eux, parce que c'est ça leur idéologie, plus le wokisme. Donc, c'est une catastrophe, cette Europe, cette Union européenne, dans l'état actuel. Il faut absolument la rebâtir. Et si on ne peut pas la rebâtir, il faut prendre ses clics et ses claques et puis terminer. Ça me fait penser aussi, je pense à la Bible parce que j'aime bien ça, l'histoire du plat de lentilles. Parce que j'entendais récemment, ça me faisait, un des grandes autorités portugaises, je ne dirais pas qui, pour qu'il soit pas mal à l'aise, un des grands hommes politiques portugais, dire, ben oui, interviewé, il disait, un langage diplomatique, au clair des oui, ben c'est vrai que l'Union européenne, ben, on est mis sous tutelle, on perd notre, notre souveraineté, une partie de notre souveraineté, notre identité, mais enfin quand même, bon, mais quand même, nous, on recueille pas mal de fric, c'est rentable. Il y a beaucoup de fric de l'Union européenne qui arrive. Seulement, ils oublient une chose, ils oublient deux choses, c'est que c'est la cigale et la fourmi. Euh, euh, la cigale, à un moment, elle ne chanta plus quand la brise fut venue. C'est-à-dire que quand, au bout d'un certain temps, les subventions européennes iront sur le Kosovo et sur l'Albanie et iront plus sur le Portugal. Et à ce moment-là, ils auront plus que les yeux pour pleurer. Mais entre-temps, ils auront sacrifié leur souveraineté et leur indépendance et ils ont été mis sous tutelle. Et ça me fait penser à l'histoire du plat de lentilles. Un peuple n'a jamais intérêt dans l'histoire, à le court et à long terme, de sacrifier à vendre son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. On sait exactement ce que font tous ces pays d'Europe. Pour un plat de lentilles de subvention, ils sacrifient leur droit d'aînesse qui est leur souveraineté et leur identité. Et droit d'aînesse, ça s'applique très bien parce que droit d'aînesse, c'est quand tu renonces à ton héritage. Et c'est exactement ce qu'on fait. Si un pays renonce à sa souveraineté, à son identité, ben, ça veut dire qu'il renonce à son héritage, c'est-à-dire à tout ce qu'il fait soi-même, tous ses droits, tout ce qui le fait être lui-même. Et bien donc, je dis, arrêtons de brader notre droit d'aînesse contre le plat de lentilles européen. Et en plus, il y a deux sortes de pays. Et nous, on est des grands cocus de l'histoire, parce que dans les abrutis qui acceptent de brader leur droit d'aînesse pour le plat de lentilles européen, il y a ceux qui bouffent les lentilles quand même. Le Portugal, ils mangent des lentilles. Bon, mais la France, elle paye les lentilles aux autres, mais n'en mange pas parce qu'on est contributeur net et de plus en plus, on paye de plus en plus cher pour toucher de moins en moins ou pas du tout. Comme dirait Mme Thatcher, I want my money back.
à un moment donné, on est vraiment les pigeons, nous. Parce qu'en plus, on perd notre souveraineté, mais on crache. On crache au bassinet et c'est les autres qui en profitent. Non, mais c'est hallucinant de bêtises. Mais de bêtises, c'est de la trahison. À ce niveau-là, c'est plus de la bêtise, c'est de la haute trahison de tous nos dirigeants UMPS, c'est-à-dire toute cette fausse droite qui persiste dans l'erreur, les LR, les machins, euh, et les socialistes, et puis même Mélenchon, tout ça, qui est contre l'Europe, dans un certain sens, ils ne se font pas compte quand il s'agit de faire une inquisition fiscale améliorée avec les moyens de l'Europe. Donc, je pense qu'on est les seuls vrais souverainistes, et qu'on défend la chance de survie de notre pays à cette élection, notamment parce que là, on a une chance que ça bascule pour la première fois depuis longtemps. Après, ils n'en tiendront peut-être même pas compte. Hein. Ils trouveront un moyen de tourner le truc, comme ils ont fait quand les Français ont voté non au référendum qui leur a été proposé. Voilà, c'est ce que je crains, mon cher Marc. Très bien. Bon, je pense on a évoqué quasiment tous les sujets. Je n'ose pas te poser d'autres questions. Je te dirais, est-ce qu'on pourrait conclure et résumer cela, notamment plutôt d'un point de vue des Français et de l'étranger. Donc, je pense qu'on est d'accord. Tu as parlé de beaucoup de sujets dont je pense que tout le monde est d'accord sur le wokisme, l'insécurité, etc. Maintenant, les Français et l'étranger qui ne votent pas de toute façon Macron ou à gauche, enfin en tout cas parmi ceux qu'on connaît, nos amis, qu'est-ce qui pourrait les décider à voter plutôt pour Bardella et pas pour les souverainistes et pas pour Reconquête? Qu'est-ce que tu leur dis pour conclure en un mot? Moi, j'espère surtout que ce que je leur ai dit les a convaincus de voter pour des listes nationales ou même qualifiées de populistes. Parce que certains, d'ailleurs, qui ne pourront pas, pour différentes raisons, voter pour des listes françaises, j'en ai autour de moi, eh ben, ils voteront pour des listes portugaises. Et en l'occurrence, je leur conseille de voter chez GA. Parce que ce sera là aussi des députés anti-Europe qui iront se joindre leur voix au Parlement européen. Donc, de toute façon, ce ne sera pas perdu. Moi, ce que j'espère, c'est que tout ce que je viens de dire les incitera, un, à se déplacer et deux, à voter pour virer Madame Van der Leyen. Voilà, ça, c'est la base. Après, je préférerais qu'ils votent RN parce que je pense que ce sera peut-être plus efficace et en tout cas qu'ils ne prennent pas le risque de voter pour un courant intéressant intellectuellement, tout à fait respectable, mais qui ferait perdre 3% de voix ou 4% de voix, qui donc n'aurait aucun élu, alors que ces 4% de voix ajouté au RN ou ajouté à Reconquête permettrait d'avoir 4 ou 5 députés de plus au lieu de zéro. Donc, c'est ça le risque qu'ils prendraient. C'est ça, mais enfin, ils sont parfaitement libres et je respecte tout à fait. Et j'ai un bon dialogue avec tous ces gens-là. Et tes interviews, à commencer par le prince Murat, c'est un homme tout à fait respectable ce qu'il dit est intéressant, intelligent. Donc, il a parfaitement le droit de persister dans ce choix. Mais je pense qu'il faut vraiment jouer utile parce que le temps presse. On est vraiment, ça c'est mon message final, on est vraiment à un point de bascule de l'Union européenne qui devient de plus en plus, encore une fois, dictatoriale, ouvertement, il jette les masques et qui demain va nous contraindre à un État fédéral. Et là, ce ne sera pas la main de fer dans le gant de velours, ce sera la main de fer dans le gant de fer. Voilà. Et avec le D'accord. risque de nous entraîner vers un conflit mondial s'ils continuent leur cheminement belliciste, parce qu'on dit l'Europe, c'est la paix. Non, le Kosovo dit non, l'Ukraine dit non. Ils sont bellicistes, c'est la guerre. Et sous des prétextes de valeurs auxquels je ne crois pas, parce que les États-Unis qui impulsent tout ça ont bien fait la preuve que leurs valeurs, il y avait beaucoup à redire là où ils sont intervenus. Bon, donc voilà, donc l'Europe, c'est pas la paix, l'Europe, c'est pas la prospérité, parce que c'est la zone de libre-échange qui a une des plus faibles croissances de l'histoire du monde. On est à moins de 2% ou à 1,5%, ce qui n'est pas glorieux pour des pays. Bon, des conséquences catastrophiques. On paye l'électricité 4 fois plus cher, nous les Français. C'est ça que je dis aussi aux Français. 4 fois plus cher que ce qu'on pourrait payer si on la payait à l'EDF. Et ça, c'est la volonté de l'Europe, la Commission, impulsée par l'Allemagne, qui a aussi Ok, intérêt très bien. à Je nous pense qu'on est d'accord affaiblir sur ce point. industriellement. Bon, ben voilà. Donc, c'est ni la paix, ni la sécurité, ni la prospérité, et c'est encore moins l'indépendance et l'identité, puisque notre identité est diluée dans le volapük européen. et, et notre indépendance, eh ben, au lieu d'avoir une diplomatie européenne qui pourrait faire entendre une voix divergente comme le faisait la France, à elle seule, hein, eh bien, on est la voix de son maître, et son maître, il est à la Maison-Blanche. Donc, on perd sur tous les tableaux.
Voilà. Très bien. Bon, je pense que c'est une bonne conclusion. Tu as parlé notamment de la possibilité de voter pour les listes portugaises. Et c'est vrai que si, je crois que c'est la première fois que j'ai un intervenant de l'Union européenne en rappelle aux Français de l'étranger qui sont dans l'Union européenne qu'ils ont la possibilité de choisir soit pour les listes françaises, soit pour les listes Du pays. du pays dans lequel ils résident. Et qu'en fait, il faut vérifier leur situation. Donc, ils ne peuvent pas voter aux deux. On ne peut pas voter deux fois. Il faut choisir. Et le Alors dernier la mot, règle, alors la règle, alors là, si tu ne la sais pas, je te l'ai dit pour tous, on leur a essayé de communiquer, de leur dire. Pour le Portugal, mais c'est pareil pour l'Espagne, avec une seule différence, c'est le calendrier. La règle, c'est la règle européenne, encore une fois, hein, le droit européen, dit que la priorité est le vote de droit pour les élections municipales et européennes, c'est les deux seules exceptions. Heureusement, c'est pas pour la présidentielle. Bon, tu votes par priorité dans le pays d'accueil, dans le pays où tu habites, dans ta résidence. Bon. Et si, et là, tu es inscrit donc sur les listes de ta Frexia, ou ta, je ne sais pas comment ça s'appelle en Espagne, bon, c'est Frexia aussi, je crois. Et si, si tu veux voter pour une liste française de ton pays de nationalité, il faut un, que tu sois inscrit sur la liste électorale consulaire, où en principe tu es, si tu as voté au présidentiel, au législatif français, etc. Mais en présentant, parce que là, le consul m'a dit encore l'autre jour que tu te ferais bloquer, parce que l'INSEE, théoriquement, les Frexia sont supposés indiquer, renseigner l'INSEE, française, l'INSEE, sur ceux qui sont inscrits sur les listes locales, portugaises ou espagnoles. Bon. Euh, c'est donc transmis en principe à l'INSEE, et l'INSEE, en principe, si ça veut bien fonctionner, est chargé d'informer le consulat. Et le consulat met une petite astérique en face du nom sur la liste consulaire. Et quand le gars se présente, disant je viens voter au consulat, on va dire mais monsieur, est-ce que vous êtes bien radié d'abord, puisque vous êtes aussi inscrit sur les Frexia, et tu dois produire le papier de la Frexia, des amis qui l'ont fait, qui l'ont obtenu, et tu montres bien que tu es radié. Sinon, on te dit circuler, allez tu ne peux voter pas voter. dans D'accord, le c'est truc portugais, intéressant. mais vous ne pourrez pas voter au consulat. Alors, en Espagne, on peut voter pour Vox, en Portugal, on peut voter pour Chega, qui au moins sont des anti-européistes convaincus. Ce ne sera pas perdu. Enfin, ce ne sera pas des votes français, enfin, pour les députés français en tout cas. D'accord, très bien. Et pour rappel, il faut s'inscrire sur la liste électorale avant le 3 mai. Donc, il reste quelques jours. C'est ce vendredi-là. Très vite, si ça n'a pas encore été fait. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais. Tu fais bien de le rappeler. Enfin, il faut que les gens se réveillent et soient conscients, hein, parce que euh, c'est vrai que j'espère qu'il y aura un taux de participation beaucoup plus important que d'habitude, parce que cette fois-ci, l'élection européenne a une chance de servir à quelque chose. Les autres fois, on votait, mais on n'avait pas d'illusion. Là, il y a un courant fort quand même souverainiste, d'une manière générale, et il n'est pas impossible qu'on arrive à faire basculer et à bloquer toutes les bêtises et les méfaits de l'agent des États-Unis, de Madame Van der Leyen. Voilà. Très bien. Ben, un grand Et de merci, Macron, et de Hervé. Macron, de Macron qui est son petit télégraphiste. Merci beaucoup. C'était très intéressant et j'espère à très bientôt. Sans Ben doute à oui, Paris ou au volontiers. Portugal, je Merci repasserai. beaucoup. Ben, n'hésite pas à me faire signe. Et puis, vote bien aussi. Ah, j'hésite encore. Je ne sais pas encore pour qui je vais voter. Oui, mais ça fait rien. Vote dans les trois, quatre listes euh, qui vont Effectivement, dans c'est ce le que je bon me dis. sens. Voilà. J'hésite entre Marion, Bardella et les souverainistes. Les souverainistes, oui, il y en a plusieurs. En plus, ça fait quatre. Ouais. Bon, je vois que tu es impénétrable comme l'Asie profonde et mystérieuse. C'est bien. Merci, cher Allez, Hervé. À très bientôt. bonne fin de Bye dimanche. bye. Salut. Quelle Merci heure toi il est chez aussi. toi? Là, Quelle heure il il est? est à minuit 36. Ah oui, mon pauvre. Alors, va vite te coucher Ah, pour Je être vais en me forme. coucher Mais assez bravo, tard. bravo Ouais. pour ton travail de bénédictin. Enfin, Merci. de moine bouddhiste. Allez, chez vous, c'est des moines bouddhistes. Allez, au revoir, À Marc. très vite. Merci, Hervé. Bye bye. Au revoir.